Je vous disais, donc MTech, nous, on est distributeur en fait de solutions, notamment donc d'Enscape pour la France. Donc, on travaille avec un réseau de revendeurs et Atlancad en est un très important. Enscape est un outil un peu à part sur le marché du rendu aujourd'hui parce qu'il va se mettre un petit peu entre tous les outils. Il a une façon un peu particulière de fonctionner. Déjà, sachez que quand vous acquérez une licence Enscape, quand vous l'installez, il va détecter automatiquement en fait tous les outils qui se trouvent en fait sur votre disque dur de conception qui sont compatibles avec Enscape. Ça déjà c'est une première chose. Alors, je vais juste. Est-ce qu'on. Je vais arrêter ma caméra comme ça vous perturbera pas. On va masquer tout ça. Et donc, effectivement, Enscape est un outil qui est compatible avec plusieurs logiciels, plusieurs solutions. Donc Revit, qui est un des premiers outils phares où Enscape a été développé. Le deuxième, c'est SketchUp, qui est très connu aussi. Vous avez aussi trois autres logiciels, Vectorworks, Archicad et Rhino. Donc Enscape, quand vous l'installez, il va s'installer automatiquement, effectivement, sur toutes les solutions qui sont sur votre machine qui sont compatibles. L'avantage, effectivement, c'est que quand vous êtes en agence, par exemple, et que vous avez un collègue qui fait, par exemple, un petit peu de SketchUp, bah, il peut aussi avoir Enscape pour SketchUp s'il le souhaite, en l'installant donc avec la licence très simplement. Concernant MTech, donc nous, effectivement, on est distributeur. Vous aurez des informations sur notre site mtech.fr sur les logiciels, donc notamment Enscape. On anime aussi une chaîne YouTube dédiée à Enscape France. Donc, c'est que des tutos en français, des vidéos d'explication, etc. J'ai prévu des vidéos aussi dédiées à Revit prochainement. De toute façon, l'avantage avec Enscape, c'est que l'expérience utilisateur aujourd'hui est à 95% identique entre tous les outils de conception. Donc, même si vous trouvez sur les réseaux sociaux, etc., des petits tutos Enscape sur du Archicad, du Revit, du Vectorworks, du SketchUp, vous verrez qu'en fait, ça s'applique sur tous les logiciels. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et ce qui nous concerne aujourd'hui, bien entendu, c'est Revit. Donc Revit, je suis en version 2022 ici et je suis sur un projet donc réalisé par l'équipe Enscape. Et donc on est, vous voyez, sur un projet Revit. L'intérêt d'Enscape, c'est que vous allez avoir en fait une synchronisation entre votre maquette dans votre outil de conception et le rendu. Enscape est un outil de rendu. Vous allez voir qu'en fait, il est assez intéressant parce qu'il va fonctionner en fait avec votre carte graphique. Ça nécessite quand même d'avoir des cartes graphiques, on va dire, assez performantes. Si vous êtes utilisateur de Revit, j'imagine que vous avez quand même des stations de travail et que vous pouvez effectivement donc très simplement installer Enscape et l'utiliser sans aucun problème. Vous retrouverez les configurations minimales si vous le souhaitez sur le site MTech. Encore une fois, on n'exige pas des cartes graphiques ultra performantes pour Enscape. Sachez que grossièrement, pour vous donner un ordre d'idée, en entrée de gamme pour les cartes graphiques, une GTX d'il y a 5 ans, par exemple, une version 1600, ça fonctionnera avec Enscape. Maintenant, si vous êtes sur des cartes plus récentes comme les cartes RTX, que ce soit les GeForce ou les Quadro, sachez que ça fonctionnera très très bien avec Enscape et que vous allez pouvoir bénéficier en plus de la technologie RTX. Donc Enscape, vous allez avoir un petit onglet comme tout add-in que vous allez mettre dans Revit. Vous voyez qu'ici on a une barre d'outils en fait qui est assez facile. Enscape est un outil très facile de prise en main. Et vous allez voir pourquoi il s'est répandu très rapidement donc dans le monde de Revit, dans l'univers Revit, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs en fait qui ont trouvé un moyen extrêmement simple de faire du rendu avec leur maquette Revit. Donc ici en fait, je vais cliquer sur début. Il va me lancer la fenêtre Enscape. Alors je suis sur un seul écran, forcément parce que je suis sur un webinar. Enscape est quand même plus à l'aise quand vous êtes en dual monitor, donc avec deux écrans. Ça vous permet en fait d'avoir vraiment donc une fenêtre Revit et sur le deuxième écran donc la fenêtre d'Enscape. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Revit à gauche. Bon, ça va être forcément beaucoup plus petit, c'est moins confortable, mais au moins vous allez comprendre un petit peu le principe. Voire pour certaines parties, je pourrais même passer en plein écran sur Enscape parce que vous allez voir qu'il y a des choses qu'on peut faire directement, uniquement dans Enscape. L'étape qui s'est passée ici, c'est l'étape la plus longue, en l'occurrence donc de charger la maquette dans le moteur Enscape. Donc vous voyez qu'il m'ouvre la fenêtre. Enscape est un moteur. Pourquoi il utilise la carte graphique? C'est un moteur un peu typé jeu vidéo. Alors c'est un moteur qui est développé en Allemagne. C'est vraiment une société allemande qui gère ce produit-là. Et c'est un outil qui encore une fois, se développe très très vite. Ils ont fait une levée de fonds assez extraordinaire en début d'année. Ils ont doublé les effectifs. Et donc ça leur permet d'avoir effectivement donc une bonne base de développeurs. Ici donc c'est un moteur totalement maison, c'est eux qui le maîtrisent à 100%. Quand vous êtes ici dans Revit, on va le mettre à gauche, tac, et on va mettre Enscape à droite.
Donc, quand vous êtes dans Revit, vous avez votre maquette sur laquelle vous allez effectivement donc pouvoir faire des interventions, vous allez voir. Et à droite, vous aurez donc la maquette Enscape qui, elle, hop, va être totalement donc autonome. Ce qui est intéressant donc en termes de déplacement, vous allez pouvoir en fait naviguer comme dans un jeu vidéo, mais vous n'êtes pas obligé. Le mieux, c'est d'utiliser effectivement donc les flèches du clavier, voire les touches vraiment type jeu vidéo, les flèches Z, QSD pour avancer, reculer, etc. Avec la touche Shift, on va accélérer, avec la touche Contrôle, on va aller encore plus vite, et avec les deux associés, on va encore plus vite. Donc on a 3 vitesses de déplacement, vous voyez, dans l'espace 3D. Et donc, vous voyez que là, j'ai synchronisé ma maquette. Alors, il respecte la zone de coupe que j'ai mise effectivement ici, vous voyez, dans Revit sur ma maquette. Je peux avoir des projets énormes sans aucun problème. Ça sera très bien géré en termes de fluidité par Enscape sans aucun souci. Donc, je vous disais, la navigation, effectivement, je peux, vous voyez, naviguer avec le clic gauche, je tourne la tête. Avec le clic droit, je peux tourner autour d'un point. Avec la molette, je peux me déplacer latéralement ou je peux zoomer, dézoomer. Il y a aussi beaucoup de gens qui préfèrent naviguer comme ça, même si honnêtement, ZQSD, vous allez voir que même si ça peut paraître inconfortable pour les gens qui ne sont pas habitués un peu aux manipulations type jeu vidéo, c'est assez pratique en fait à l'usage de se déplacer comme un drone en fait et de contrôler ça comme si on était effectivement avec une manette pour contrôler son drone. En termes d'interface, globalement donc vous avez 2 zones. La première zone, je sais pas si ça vous gêne peut-être ou pas. Je peux pas le masquer, je vais le mettre en bas. Ouais. Tac. Contrôle. On va le mettre en bas plutôt. Donc, je vous disais, vous avez 2 zones en gros pour les outils et les fonctionnalités. On va en gros avoir donc la barre d'outils de la DIN ici, qui va aller chercher en fait des fonctionnalités souvent externes en fait à Enscape entre guillemets à la fenêtre Enscape. Donc, c'est aller chercher des bibliothèques de matériaux, de ressources, etc. Donc, tout ça, on va le voir. Sur la partie Enscape ici, on va avoir vraiment les fonctionnalités qui sont liées donc notamment à la fenêtre Enscape en tant que telle. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on a. On a un outil collaboratif où vous allez pouvoir donc créer en fait des annotations que vous allez pouvoir placer dans votre maquette Enscape. On verra tout à l'heure qu'on a un moyen de partager sa maquette très simplement. On va avoir aussi un outil qui va nous permettre d'aller récupérer les informations BIM associées en fait à chaque entité dans la maquette. D'accord. Donc tout ce que vous sélectionnez, vous aurez toutes les informations qui sont liées notamment donc au format IFC. On va avoir le gestionnaire de vues. Donc ici on va avoir donc toutes les vues qui ont été créées dans Revit qui vont être affichées dans Enscape. Vous pouvez créer une vue ici dans Enscape, ça va créer une vue automatiquement dans Revit. Donc on a toujours un lien vraiment dynamique entre la maquette Enscape et la maquette Revit. On a l'éditeur de vidéo. L'éditeur de vidéo qui est donc juste à côté. Si le... Hop. Voilà, vous pouvez effectivement donc ici retrouver donc l'éditeur de vidéo que je vous montrerai tout à l'heure, peut-être un peu plus en plein écran pour voir un petit peu les manipulations qu'on peut réaliser. Et enfin, sur la partie droite ici, c'est les exports. Donc, on va pouvoir exporter des images, on va pouvoir les exporter par lot, on va pouvoir exporter des 360, donc des vues mono ou des vues stéréo pour les gens qui utilisent par exemple des Google Cardboard pour avoir un effet stéréoscopique de profondeur. Et enfin, la dernière partie ici qui va être très pratique, l'exécutable autonome. Donc, c'est un point exe que vous allez pouvoir partager, par exemple, à votre client. Il va double-cliquer sur l'exécutable et ça va lancer automatiquement donc un moteur Enscape dans une fenêtre et il va pouvoir, en fait, très simplement naviguer dedans. Vous avez la même chose qui existe aussi avec la version web autonome. Pour les gens qui ne disposent pas de machine équipée de carte graphique permettant de faire tourner Enscape, vous pouvez par exemple très bien, avec votre compte Enscape, partager une version web autonome qui va permettre en fait, d'obtenir un lien. Vous allez transmettre ce lien par exemple à votre client, il va cliquer sur le lien, ça va ouvrir son navigateur Internet et il pourra se balader en fait dans la maquette, dans son navigateur Internet. Attention, il faut quand même préciser une chose, on n'est pas sur le moteur vraiment Enscape tel qu'il existe, on est sur une version un petit peu plus légère forcément pour pouvoir travailler sur un navigateur Internet. Donc ça tourne sur navigateur, c'est extrêmement pratique à l'usage et ça permet effectivement donc d'avoir une représentation très rapide de sa maquette. Sur la partie droite, on va avoir tout ce qui est manipulation de la caméra et autres. Donc là, on va afficher par exemple une mini-carte pour savoir où on se trouve en 2D par rapport à la maquette. On va avoir ici le ratio de l'image finale qu'on est en train d'exporter. Là, on a le mode de représentation. Donc là, vous voyez que je suis en perspective, je peux passer en 2 points de chute ou en orthographique. Ici, on peut changer, donc soit se mettre en mode piéton, soit être en mode vol, donc mode drone. Enscape est compatible avec tous les casques de réalité virtuelle du marché. Donc, vous branchez votre casque, vous appuyez sur ce bouton-là et la maquette, elle est dans le casque directement. Donc, Oculus, HTC Vive, Windows Mixed Reality, peu importe.
tout est compatible. Vous avez ici les paramètres visuels. Donc ça, c'est le cœur du produit et de ce que va donner en fait votre rendu. Donc ça, on le verra un petit peu après. Et enfin, donc, les paramètres de la fenêtre du module de rendu. Donc, ça, c'est des paramètres pour, par exemple, aller mettre, pour personnaliser son interface, mettre, par exemple, des petites choses, etc. Avant d'exporter son exécutable, ça vous permet de mettre votre logo, ce genre de choses. Ensuite, donc, sur la partie ici, vraiment pure Revit, donc la partie add-in, on va avoir des petites fonctionnalités. Notamment, quand je positionne, en fait, ma vue ici, très simplement, on va se mettre comme ça, on va dire, par exemple, deux points de chute. J'ai rapidement créé une vue et je voudrais effectivement donc avoir cette vue-là, moi, dans ma documentation, donc dans Revit. Je vais pouvoir ici créer une image de rendu qui va se mettre automatiquement ici donc dans les vues. Ce qui est totalement différent des calculs de vue qu'on va avoir ici en fait dans la fenêtre Enscape en haut, où là en fait j'exporte, vous voyez, donc ils appellent ça une capture d'écran, c'est un rendu, c'est pas vraiment une capture d'écran, mais je vais exporter effectivement donc un rendu que je vais sauvegarder en fait en local sur mon disque dur ou à distance si j'ai accès à un serveur. Là où ici, en fait, je suis vraiment dans mon fichier RIB. Donc, quand je fais ça, il va exporter mon image ici, dans le ratio en fait que j'ai prévu en finale, qu'on verra tout à l'heure, qui est dans les paramètres visuels. Et ça me permet de vous montrer donc immédiatement, vous voyez, que malgré le fait que je suis en train de partager mon écran et que ma carte graphique en fait envoie du flux vidéo et donc travaille d'un autre côté, Enscape lui me permet en fait de calculer très rapidement une vue. Donc là, vous avez effectivement, vous voyez donc ici dans vos vues, tout simplement ici la vue Enscape qui a été calculée et qui a été ajoutée, que vous pourrez donc utiliser directement donc dans Revit. Ensuite, pour la navigation, on a vu effectivement tout simplement la navigation dans Enscape. Vous avez aussi vos vues dans Revit. Donc très simplement ici, si je souhaite par exemple aller chercher une vue, par exemple ici Coffee Bar, donc c'est une vue qui est située à l'intérieur ici. Je vais l'avoir effectivement donc à disposition directement ici donc dans ma barre d'outils pour la retrouver en fait directement dans Enscape. Ce qui ne veut pas dire que la vue forcément Revit va bouger. Elle a vu, hein, pour la bouger, je vous rappelle forcément c'est ici qu'il faut aller où vous allez pouvoir effectivement double-cliquer et la retrouver en fait directement dans Revit. D'accord? Donc on a forcément donc une vue générale ici, une starting view, donc une vue 3D. On peut travailler sur son projet, sur ses vues 2D, etc. Toutes les modifications qui seront réalisées dans la maquette 3D seront prises en compte en temps réel dans Enscape. Alors, si c'est une grosse modification et que vous ajoutez des choses assez importantes en termes de géométrie, par exemple, forcément Enscape, lui, il va vous rafficher une petite barre de chargement, le temps de charger l'objet. Mais encore une fois, le chargement le plus long, le temps le plus long d'attente, en fait, c'est le premier. Quand je clique ici sur lancer Enscape, c'est le seul temps d'attente, entre guillemets, d'Enscape. Tout le reste est quasiment instantané. Donc, même quand vous allez mettre des choses ici, vous verrez qu'en fait, dans Enscape, ça va aller quand même assez vite. Alors pour ça, justement, pour ajouter des données, alors je ne vais pas vous montrer, vous faire l'offense de vous montrer comment on utilise Revit. Je ne suis pas en plus un utilisateur expert Revit. Néanmoins, vous pouvez utiliser donc la bibliothèque des éléments que vous retrouvez directement dans Enscape. Donc dans la DIN, vous avez une bibliothèque de ressources qui est intégrée. Donc vous pouvez la lancer. C'est une bibliothèque qui est en ligne. Non, on va la laisser à droite d'ailleurs. Cette bibliothèque est commune aussi à tous les outils de conception, encore une fois. Donc vous aurez la même pour Revit, SketchUp, Archicad, Vectorworks, et j'en oublie un, Irino. Et donc, vous voyez qu'il y a 2520 objets qui sont inclus dans la bibliothèque. À chaque mise à jour de la version d'Enscape, mineur ou majeur, en général, ce chiffre progresse. Ils font toujours en sorte d'ajouter du contenu. Donc, c'est quand même assez intéressant. Je vous donne un exemple. Pour la 2.9, on était à peu près à 200 végétaux, je crois. Ils en ont rajouté plus de 300 en fait dans la version 3 quand elle est sortie. Et donc, on est passé à 522 végétaux. Ce qui nous permet en fait d'avoir, vous voyez, comme ça, des catégories qui vont quand même grossir assez rapidement. Donc vous avez, comme je viens de dire, des végétaux. Voilà, donc il y en a tout un tas différents. Alors vous avez des végétaux, vous voyez, schématisés aussi. Ça, c'est la version 3.1 qui a inclus cette possibilité-là. Sinon, vous avez des végétaux réalistes qui sont pré-paramétrés pour Enscape, qui viennent de partenaires assez reconnus. Il y a du Evermotion, du XYZ, etc., du Xfrog. Vous avez des véhicules. Et donc, à chaque fois que vous voulez en fait intégrer un objet, c'est ultra simple. Vous choisissez votre objet. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut prendre? Tiens, on va prendre une Tesla. Donc, je vais sélectionner la Tesla. La Tesla, en fait, va apparaître directement ici une fois chargée dans Revit. D'accord? Et donc là, je vais pouvoir la positionner, en fait, très simplement ici dans Revit sur ma maquette pour cliquer, voilà, et donc positionner, en fait, le modèle. Une fois que je l'ai positionné, normalement, si je sors là, une petite Tesla, il était vraiment intégré. Où est-elle?
Voilà. Peut-être c'est parce que je suis encore sur la palette. Ouais, c'est pour ça. Et elle est là. Ouais, il me l'a pas pris en compte, c'est bizarre. Alors, c'est parce que j'étais encore dans le mode d'édition. Voilà, pardon. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Donc là, effectivement, je pensais avoir quitté le mode d'édition, donc le mode d'intégration de l'objet, mais je l'avais pas quitté, désolé. Donc effectivement, j'ai appuyé sur l'échelle pour quitter le mode d'édition parce que ça me permet en fait d'avoir effectivement, quand j'intègre par exemple un arbre, de pouvoir en fait le positionner, d'en mettre plusieurs à la suite avec des clics successifs dans Revit. Et je fais donc effectivement échappe pour terminer donc l'édition. Une fois que donc j'ai terminé cette édition, vous voyez qu'en fait le véhicule va être intégré et il est pré-paramétré. Donc vous avez toute la partie des matériaux qui est donc pré-réglée directement. Et ça, c'est donc pour l'intégralité de la bibliothèque d'Enscape. Donc ça, c'est la bibliothèque de ressources. Ensuite, on va avoir la bibliothèque de matériaux. Quand vous sélectionnez effectivement, par exemple, des matériaux ici sur votre maquette, donc là, j'ai déjà effectivement un matériau, donc je vais aller modifier le type, je vais regarder, structure modifiée. Donc là, effectivement, on voit que j'ai un matériau qui s'appelle brique extérieure. D'accord? Ouais, d'ailleurs, c'est brique extérieure, les amis. Donc cette brique-là, effectivement, je vais pouvoir aller la changer sans aucun problème. Quand je vais en fait créer des matériaux directement ici dans Revit, quand je prends un matériau Revit et que je le crée, si je mets des textures, etc., Enscape va récupérer ces paramètres-là et va vous l'afficher. Il faut savoir aussi que vous avez ce qu'on appelle un système de nommage. Donc tous les matériaux qui sont nommés, si vous avez marqué grasse, Enscape il va vous mettre automatiquement en fait de l'herbe en 3D. D'accord? Donc, ce genre de choses-là, c'est juste un système de nommage, c'est un système qui est en anglais, donc il faut que vos matériaux soient nommés en anglais. Mais s'il trouve dans le nom du matériau, effectivement, donc une référence à une fonctionnalité, donc à un réglage dans Enscape, il va vous l'appliquer automatiquement. Vous avez une autre possibilité pour intégrer des matériaux aussi directement ici, qui viennent de la bibliothèque Enscape. Donc, on va fermer tout ça. On va regarder un petit peu ce qu'on a dans Enscape. Donc là, j'ai une bibliothèque de matériaux. Je peux prendre par exemple le béton 04, d'accord? Alors je peux avoir des catégories, hein, vous voyez que j'ai la possibilité d'aller prendre tout un tas de catégories différentes, et je peux en fait intégrer des matériaux que je sélectionne. Donc là par exemple si je prends que le béton 04, alors je pourrais tous les prendre. Je vais dire importer la sélection. Il va donc importer en fait le matériau, non pas donc dans Enscape, mais bien dans la maquette Revit, d'accord? Donc cette bibliothèque de matériaux, elle est commune, pareil, à tous les outils de conception. Donc une fois que je suis effectivement sur ici mon matériau. Alors, je vais pareil fermer la fenêtre. Je vais tout simplement donc dire modifier le type. Je peux aller donc ici dans la structure et je vais retrouver effectivement donc ici le béton 04 normalement. Alors, c'est béton. Alors, à moins qu'il ait pris le matin. Voilà, il est là. Béton 04. Donc là, effectivement, quand je le sélectionne, j'ai bien donc le béton 04 qui vient donc d'Enscape directement. Et vous voyez que c'est un matériau qui est pré-réglé. Donc, il a déjà ses propres textures. Quand vous allez l'importer, il va avoir ses propres effets. D'accord? Donc ça, c'est pour travailler avec les matériaux. Donc, soit vous avez effectivement donc positionné des matériaux dans Revit et vous avez déjà des textures, Enscape va les récupérer. Soit vous utilisez donc des matériaux Enscape, vous les importez en fait directement dans la bibliothèque Revit et vous allez les appliquer en tant que finition en fait sur vos éléments donc directement de construction dans Revit. Et ça va se répercuter donc directement dans Enscape. Une fois que vous avez fait ça, après, bien sûr, les matériaux, vous allez pouvoir les régler. Quand on regarde ici, effectivement, vous voyez que la brique, là, par exemple, elle a déjà un pré-réglage. Donc ça, pour ça, on va avoir une autre palette qui s'appelle l'éditeur de matériaux, qui, lui, pour le coup, va vraiment s'intéresser à tous les matériaux du projet. Donc là, vous voyez que c'est un gros avantage. Vous n'avez pas, en fait, à rentrer dans les éléments de conception, donc de construction de la maquette Revit pour aller chercher les matériaux pour faire des modifications. L'éditeur de matériaux, en fait, d'Enscape, va s'en occuper tout seul. Donc ça veut dire qu'il récupère tous les matériaux Revit, il vous l'affiche sous forme de liste, et là vous allez pouvoir donc très simplement intervenir. Donc tout à l'heure on a vu que la brique s'appelait brique extérieure notamment, donc c'est celle-ci. Donc là très simplement, je l'ai à disposition, je vais pouvoir faire des changements sur notamment la puissance du relief qu'il va y avoir. Donc vous voyez que ça je le fais et ça va intervenir donc directement sur la maquette. Je vais pouvoir faire des changements sur la texture. Donc, si je veux, par exemple, la foncer parce que je trouve que la brique est trop claire, et ça va me permettre, donc, vous voyez, d'intervenir sur l'intégralité du matériau, donc, directement, donc, dans Enscape. On a accès à tout un tas de paramètres comme ça. Cette palette-là, elle peut paraître un peu compliquée. Je vais dire qu'en gros, pour vous résumer le truc, quand vous débutez dans Enscape, c'est peut-être la palette la plus complexe à apprendre.
Alors, quand je dis complexe, encore une fois, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement simple parce que c'est mon métier de faire de l'image. Mais pour les gens qui sont vraiment donc, dans le monde de la construction, qui n'ont jamais fait d'image, vous allez voir que finalement, celle-là, c'est vraiment la partie la plus complexe, dans le sens où il faut juste apprendre ce que c'est qu'un matériau en fait dans un outil de visualisation. Et après, ça sera commun d'ailleurs à tous les outils de visualisation, hein, grossièrement, parce que Enscape gère ce qu'on appelle des matériaux PBR. Donc des matériaux PBR, ça veut dire Physically Based Rendering. Ça veut dire qu'en gros, ce sont des matériaux physiquement corrects et qui ont des textures en fait qui vont définir le matériau. Donc pour par exemple cette brique-là là, qu'on regarde ici, quand je la regarde de plus près, Enscape en fait lui ce qu'il va la faire pour la décrire, l'éditeur des matériaux, il va utiliser donc ce qu'on appelle l'albédo. Donc l'albédo en gros bah, c'est la photo, c'est la texture tout simplement. Vous allez avoir ensuite une partie, ils appellent ça hauteur, donc c'est plus relief, qui va se scinder en trois possibilités différentes. Je peux importer ce qu'on appelle une bump map. Donc c'est en gros bah, la texture ici en niveau de gris, avec tout ce qui est noir va simuler un creux et tout ce qui est blanc va simuler un relief. Et vous avez la même chose avec ce qu'on appelle du displacement. Ça aussi, c'est super intéressant. Quand vous prenez du displacement, en fait, ce qu'il va faire Enscape, c'est qu'il va créer du volume en 3D. Donc, il va vous créer en fait de la géométrie 3D, mais virtuelle. Donc là, en fait, on va bien voir que vous voyez que je peux creuser le creux en fait des briques. Ça, je le fais en tant qu'utilisateur lambda, vous voyez, sans aucune intervention particulière de ma part. Donc c'est juste une texture en fait qui va être utilisée. Alors là, il arrive à le faire avec la normal map, mais normalement c'est une texture en niveau de gris. Donc le noir, ça va faire la profondeur, ça va creuser, et le blanc, ça va simuler donc le relief, c'est ce qui ne va pas bouger. Donc vous voyez que vous pouvez contrôler donc votre profondeur de joint comme ça très simplement. Et c'est super impressionnant parce que vous voyez qu'il le fait en temps réel et vous voyez que là, il y a vraiment une notion de 3D. On distingue plus en fait le joint une fois qu'on est un petit peu plus loin ici là. D'accord? Donc c'est extrêmement pratique. Ça le fait sur tous les matériaux. Tout ce que vous avez en fait ici comme type de matériau, vous pouvez appliquer des effets de relief. Et si vous n'avez pas effectivement ce displacement, donc ce déplacement de texture, cette création de volumétrie en 3D, vous allez pouvoir donc appliquer encore une fois donc du bump mapping ou du normal mapping, qui sont des techniques un petit peu plus classiques. Enfin, pour la dernière partie, on retourne un peu près de cette brique-là, on va avoir donc ce qu'on appelle le reflet. Donc là, le reflet, vous voyez qu'il y a quand même une petite réflexion, c'est créé en fait par une texture qui a été importée ici, qui va définir en fait ce qu'on appelle la rugosité en fait de ma matière. Pour vous résumer un peu la chose, pour que ce soit un peu plus facilement compréhensible pour les gens qui ne sont pas du tout dans la visualisation, donc, dans les matériaux dits PBR, vous avez effectivement ce qu'on appelle le roughness, donc la rugosité. Donc, la rugosité, vous voyez que c'est un curseur qui est en dessous ici, mais qui là est grisé en fait parce que j'ai importé une texture qui va le définir. Sur cette texture-là, tout ce qui va être noir, ça va être en fait quelque chose qui va être considéré comme rugueux. D'accord? Tout ce qui va être blanc, tout ce qui va être noir, pardon, c'est quelque chose qui va être lisse, et tout ce qui va être blanc, ça va être considéré comme rugueux. D'accord? Donc du coup, en fait, c'est comme ça que vous allez pouvoir intervenir sur votre matière et que vous allez pouvoir définir en fait tout simplement la rugosité en fait de votre matériau. Et la rugosité, pour vous imaginer un petit peu la chose, c'est très simple à comprendre. Quand vous êtes à 0% sur le curseur, d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enlever, comme ça je vais vous montrer. Quand vous êtes à 100%, vous êtes sur une texture dite mat. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, la texture, elle est tellement rugueuse, le matériau est tellement rugueux, ça veut dire que quand on le regarde avec un microscope, il va y avoir plein de petites aspérités sur la matière. D'accord? Ça veut dire que la texture, le matériau n'est pas lisse. Et ben, du coup, quand la lumière, elle va taper dessus, elle va venir, en fait, elle va être, en fait, tout simplement dans les petites rugosités, elle va rebondir dans les petites rugosités, mais elle va pas être renvoyée directement. Du coup, je n'ai pas de reflet. Par contre, à l'inverse, si on prend, imaginez un miroir, quand vous imaginez un miroir, ben, un miroir, lui, c'est une texture, quand on regarde au microscope, qui est quasiment totalement lisse. C'est jamais totalement pleinement lisse, mais c'est quasiment lisse. Et du coup, en fait, ce lissage, ce plan, ce côté plat, va faire que la lumière, quand elle va taper votre miroir, eh bien, en fait, tout simplement, elle va rebondir directement. Et du coup, c'est ce qui va créer de la réflexion. Ça, c'est pour ça qu'on appelle ça des matériaux physiques, physiquement corrects. C'est que la rugosité définit, en fait, tout simplement la manière de renvoyer du reflet dans la vraie vie. Et donc, cette rugosité-là, vous voyez que vous avez un curseur pour la bouger. Donc, quand vous êtes, vous voyez, à 15%, vous allez avoir une tache comme ça, par exemple, qui vient là, certainement du soleil, qui est une tache un peu étalée. Mais si je vais vraiment donc à 0%, je vais avoir des reflets qui vont vraiment être nets. Alors, bien sûr, pour vous imaginez le truc, voilà. Je me mets à 0% en relief pour bien vous montrer que vous voyez que là, on voit par exemple le soleil donc en réflexion et aussi donc, alors bien sûr, je suis en contre-jour sur la réflexion, c'est pour ça qu'ici j'ai le reflet qui est un peu noir comme ça. Donc là, je vois le bâtiment qui est derrière ici dans la réflexion, d'accord? Donc vous voyez qu'en fait, on peut comme ça très facilement
aller paramétrer ces matériaux. Alors, quand on n'est pas expert, bien sûr, on va pouvoir faire des interventions utilisateurs très faciles. Donc là, ici, je vais pouvoir mettre 50%. On va pouvoir faire des interventions assez classiques. C'est tout simplement d'aller passer par des téléchargements en fait sur Internet. Quand vous définissez un matériau, encore une fois, Revit, vous pouvez mettre simplement une couleur comme matériau, ne pas définir forcément de texture. Et quand vous allez sur Internet, vous allez trouver des sites notamment comme par exemple ambiantecg.com, vous voyez, là, hop. Sur ce site-là, vous avez des matériaux PBR. Donc, si par exemple, je prends cette brique-là, vous voyez, donc ce rendu qui est réaliste ici, j'aurai exactement le même rendu en fait dans Enscape. Et là, je peux télécharger donc, vous voyez, les composants en fait, de mon matériau sous différents formats, donc JPEG, PNG, et sous différentes résolutions, 1K, 2K, 4K, 8K, 12K, 16K. Quand vous faites du Enscape, 16K, 12K, 8K, ça sert strictement à rien. Vous êtes vraiment sur du 2K, voire du 4K, voire si vous avez une machine qui est peu performante, du 1K, pour vous permettre de gagner vraiment en fluidité. Mais vous voyez qu'en fait, quand je passe mon curseur sur le matériau, j'ai tout en fait qui est contenu dedans. Vous voyez que j'ai la couleur, qui est donc la texture classique, donc l'image qu'on va importer dans Albedo. J'ai donc la normale, j'ai le displacement et j'ai la roughness, donc la dernière, vous voyez en bas, qui est donc la rugosité. Et donc quand j'importe mes textures, ici, donc je vais simplement les importer, je peux cliquer sur mon petit dossier et aller les chercher, ça va définir donc directement ici donc la matière. Okay. Et ça, en fait, vous allez pouvoir faire ça pour tous les matériaux de votre maquette Revit. Chose intéressante, quand vous allez ici regarder un petit peu, donc vous voyez qu'il y a des billes qui changent un petit peu en termes de couleur, vous allez avoir certains matériaux, vous voyez, qui sont un petit peu différents, avec des icônes différentes. Tout simplement parce qu'en fait, pour chaque matériau, vous pouvez définir un type, tout en haut. Donc, je n'avais pas encore abordé ce sujet-là. Par défaut, vous serez sur des matériaux dits génériques. S'il trouve un dommage particulier, il peut vous mettre par exemple de l'herbe. Donc, s'il va trouver grâce dans le nom du matériau, il va mettre de l'herbe automatiquement. Vous pouvez avoir aussi revêtement transparent. Si par exemple vous avez un véhicule, vous pouvez mettre revêtement transparent. Donc, vous voyez que c'est un petit véhicule. C'est pour faire des carrosseries de voitures. Vous avez de l'eau, des matériaux auto-illuminescents. Vous avez des feuillages, etc., etc. Donc, vous voyez qu'on peut vraiment avoir des matériaux typés comme un matériau tout à fait générique sur lequel on va importer donc des textures pour définir sa matière donc en temps réel dans le projet. Pour repasser un petit peu justement sur ça, tiens, on va regarder ici, je vais retourner sur le coffee bar là. Tac. Donc là, vous voyez, vous avez, tiens, c'est intéressant. Ici, on a un matériau qui est auto-illuminescent. Je ne sais pas c'est lequel, je n'ai pas regardé son nom, mais on a un matériau auto-illuminescent. Et ça va m'amener d'ailleurs à traiter de la suite. Comment gérer les lumières en fait dans Enscape. Vous voyez qu'effectivement, ici, quand je regarde, Enscape m'a déjà identifié des lumières et me les a positionnées en fait dans mon modèle. Pourquoi? Parce qu'en fait, la maquette ici, Revit, contient déjà des lumières. Donc ces lumières sont ici. Et les lumières donc Revit, toutes les familles que vous avez ici de luminaires dans Revit, donc toutes ces familles-là, là, c'est des familles en fait qui vont être considérées donc par Enscape et qui vont être converties en tant que lumière Enscape. Donc c'est extrêmement pratique à l'utilisation. Quand vous sélectionnez effectivement donc des lumières ici, vous pouvez modifier le type. Donc vous allez tout en bas et vous voyez que là par exemple, on a toutes les données en fait de mon luminaire. D'accord? Donc c'est les données de ces luminaires-là. Si par exemple je veux changer l'intensité, donc là je clique ici, je vais dire tout simplement, par exemple, moi je veux pas du 100 watts, je veux du 400 watts, je vais dire OK. Là je vais dire appliquer. Et je vais dire OK. Normalement, voilà, hop, vous voyez qu'il va me le prendre directement en compte et il va donc me mettre automatiquement ça plus fort. Encore plus intéressant, quand je vais regarder ici, notamment, vous voyez que là, en fait, j'ai un fichier de distribution photométrique, ce qu'on appelle plus communément des fichiers IES. C'est des fichiers, en fait, qui vont définir la manière dont on va émettre la lumière dans un espace virtuel. D'accord? Donc, c'est des fichiers qui sont fournis souvent par les fabricants. Si vous avez, par exemple, un luminaire Philips, que vous allez sur le site de Philips, vous pourrez certainement trouver des fichiers US. Et ces fichiers-là, vous allez pouvoir les intégrer donc directement donc, dans vos luminaires Revit pour changer, en fait, la manière dont la lumière va émettre dans l'espace 3D. Donc, par exemple, ici, je peux aller chercher donc mon fichier US. Donc, je vais aller, ça, c'est les fichiers US qui sont associés à Revit. Je vais aller chercher donc mes US à moi personnalisés. Je vais prendre, par exemple, celui-là. Je vais dire ouvrir. Donc, pareil, appliquer, OK. Et donc là, une fois que je l'ai appliqué, il va changer donc ici forcément l'IES dans Revit et il va me changer donc la représentation, vous voyez, donc directement dans Enscape. Donc, vous voyez que là, en fait, on a une représentation totalement différente. C'est super intéressant parce que vous voyez que c'est très souple à l'utilisation. Pareil,
Si vous avez besoin de modifier la colorimétrie, vous voyez qu'ici, on a la couleur qui est donc réglée sur des Kelvin, 4000K, mais je peux changer tout ça. Je peux mettre plus froid si je vais par exemple vers 6500, ou je peux mettre plus chaud si je veux mettre par exemple 2000 ou 3000 Kelvin. On va même carrément virer vers le orange ou vers le rouge. Donc c'est très simple d'utilisation finalement, parce que le gros avantage d'Enscape, vous voyez qu'en gros, il va prendre toutes les données que vous avez dans votre maquette Revit et il va les transférer directement dans Enscape. Mis à part des données qui sont spécifiques, encore une fois, effectivement, quand vous faites du rendu avec Enscape, vous allez traiter en fait les matériaux avec une palette d'édition de matériaux qui appartient à Enscape. Ça vous permet de gagner du temps, l'éditeur de matériaux. Mais pour tout le reste, toutes les interventions utilisateurs en fait qui ont lieu sur la maquette dans Revit, ben, en fait, Enscape va les prendre en compte directement et vous êtes dans votre espace connu. Vous n'avez pas à apprendre en fait d'interface particulière pour aller pouvoir gérer vos luminaires dans Revit. Si vous savez gérer toutes les familles de luminaires Revit, vous savez gérer en fait directement donc les luminaires pour Enscape, puisque de toute façon, c'est directement lié. Vous n'avez aucune autre intervention utilisateur à faire. Donc, c'est extrêmement pratique à l'utilisation. Ensuite, qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans la palette principale? Globalement, on a vu tout ce qui était quasiment important. Juste une petite chose, paramètres généraux. Alors, on a des sons. Vous pouvez mettre des sons dans votre maquette. Si vous êtes sur un casque, ça va vous permettre effectivement, quand vous vous baladez, de positionner des sons. Vous pouvez mettre des sons de rue, etc., etc. Donc, c'est des sons en MP3 hein, que vous trouvez sur Internet et vous pouvez les placer. Vous allez pouvoir définir une zone en fait directement ici, donc dans Revit, et ça va être une zone en fait dans Inkscape. D'accord. Donc, une zone, par exemple, c'est des sphères hein, virtuelles qui vont être créées. Et donc, du coup, si vous mettez un son qui a un impact sur 50 mètres, eh ben, quand vous allez au cœur du son, donc au point zéro, vous allez avoir le son très fort. Et plus vous vous éloignez, quand vous allez arriver à 50 mètres, le son, il sera à 0%. D'accord. Donc, vous voyez que c'est des choses assez classiques. Je ne vais pas le montrer ici parce que de toute façon, si je mets des sons, moi, dans mon cas, ça va me perturber pendant la présentation. Mais de toute façon, vous ne les entendrez pas d'ailleurs. Par contre, on a les paramètres généraux. Juste une petite chose pour les gens qui sont équipés de cartes NVIDIA de type RTX. Vous avez la possibilité d'utiliser en fait la totalité des performances de votre carte. Alors, je suis désolé, je bois un petit coup. Ah, pardon, pour éviter d'avoir la gorge sèche. Donc, je vous disais, moi, par exemple, c'est le cas, j'ai une carte de type GeForce sur mon portable RTX. Si vous avez des quadros RTX, vous allez pouvoir tirer parti en fait des fonctionnalités de ces cartes-là. Donc, le RTX, donc le ray tracing, qui va vous permettre de calculer en temps réel les rebonds de réflexion, de lumière, etc. Ce qui permet d'avoir des performances excellentes et une représentation assez réaliste. On va avoir le NVIDIA DLSS, ça c'est ultra important. Ça a été intégré dans la dernière version d'Enscape, la 3.1. Pour vous résumer la chose, quand vous êtes en plein écran comme ça dans Enscape, là, j'ai le DLSS qui est activé. Vous voyez qu'en termes de performance, là, je suis sur un projet qui est quand même assez important. Hein. Il y a beaucoup de polygones, beaucoup de choses à gérer. Pourtant, ça bronche pas. Enscape est quand même un outil qui est très performant sur les grosses bases 3D. Et j'ai pas de problème particulier. Ce qui est intéressant en fait avec le DLSS, c'est qu'en fait, c'est une technologie d'NVIDIA qui est issue du monde de jeux vidéo à la base et qui a été intégrée dans Enscape. Ce que ça va faire, c'est très simple. C'est que là, je suis en plein écran, je suis sur un écran qui est en Full HD, moi, je suis en 1080p, mais vous pourriez, par exemple, être sur un écran en 8K et vous mettez votre fenêtre Enscape comme ça en plein format, donc en plein écran. Sur votre moniteur 8K, Enscape, il ne va pas calculer un 8K. Il ne va pas vous calculer une image énormissime, sinon ça serait un peu compliqué pour votre carte graphique, ça serait trop lourd. Ce qu'il va faire, c'est que grâce au DLSS, en fait, il va aller calculer une image de résolution inférieure. Donc en gros, moi, sur un Full HD, là, comme ça, il va calculer un quart de l'écran. Donc, il va calculer du 540p, donc une image très basse résolution. Il va me l'étirer sur l'écran global. Donc, ça, c'est une intervention que vous ne voyez pas. Hein, c'est la carte graphique qui le fait donc derrière. Il va me l'étirer sur la fenêtre en totalité, donc en plein écran. Et normalement, un 540p sur un écran Full HD étiré, ça devrait être tout flou et tout moche. Mais en fait, grâce à l'intelligence artificielle, la carte NVIDIA va recréer en fait les pixels manquants automatiquement. Et l'avantage, c'est qu'en gros, on calcule une image qui est de très basse résolution, donc on est capable d'être très fluide. Donc je peux naviguer, vous voyez, de manière très fluide. Et pourtant, en fait, en affichage, j'ai l'impression d'avoir une image qui est en Full HD. Or, ce n'est pas le cas. Et vous regardez qu'en fait, il est tellement intelligent que là, si je regarde bien, vous voyez que là, il arrive vraiment à recréer vraiment tous les pixels, même des barreaux ici, donc du garde-corps. Et c'est super intéressant. Et franchement, pour l'avoir testé vraiment de A à Z sur Enscape, c'est extrêmement intéressant sur les écrans de très haute résolution. Donc, je l'ai testé par exemple chez moi sur mon écran, sur ma télé en 4K. Enscape tourne à merveille. Et pourtant, l'image paraît être en 4K, mais elle ne l'est pas. Elle est calculée donc notamment en 720p ou en Full HD par la carte graphique. Et j'ai des performances qui sont excellentes. Donc maintenant, sur les écrans 8K, vous pouvez travailler avec Enscape, 4K sans aucun problème. Et en dessous, alors là encore plus, vous aurez des performances qui seront excellentes.
Je reviens sur la taille standard. Vous avez aussi des outils de suppression de bruit. Si vous avez un petit peu de bruit sur votre image, par exemple généré par des lumières ou quoi que ce soit, la carte le supprimer automatiquement. Et toutes les ombres aussi du soleil, etc., vont être calculées en fait directement ici par votre carte graphique. Donc vous voyez qu'on a plein de choses qui sont intéressantes, qui sont technologiquement très poussées, qui sont intégrées en fait directement dans Enscape. Alors, vous voyez d'ailleurs que les arbres Enscape ont directement le vent qui est intégré. C'est assez intéressant aussi. Et globalement, donc là, on a vu à peu près tout. Alors, gérer les téléchargements, je ne vais pas l'aborder, ça ne sert pas à grand-chose. Mais on va surtout maintenant s'intéresser donc à la fenêtre Enscape. Je vais mettre en plein écran. On va afficher donc le ratio de l'image et on va afficher donc le cœur du produit, qui est donc la partie des paramètres visuels. Donc les paramètres visuels, c'est là où c'est super intéressant. C'est comment vous allez gérer en fait votre rendu final. Alors, première étape, on a la partie qu'on appelle principale. Cette partie-là, vous avez notamment donc le style que vous pouvez changer ici. Donc, vous voyez que je suis sur aucun mode aucun. Ça veut dire qu'en gros, je n'ai pas de style particulier. Je suis sur la fenêtre entre guillemets photoréaliste. Je vais juste pouvoir, par exemple, ajouter des contours si je le souhaite pour donner un effet un peu plus bande dessinée et un peu plus cartoon à mon rendu. Donc ça, c'est quelque chose qui est, vous voyez, assez sympa. Encore une fois, l'avantage d'Enscape, vous voyez que ce qui est génial en fait à l'utilisation quand on est utilisateur d'outils de visualisation, c'est qu'Enscape, voilà, tout ce que vous faites, vous voyez directement donc à l'écran un impact. Vous avez aussi un mode blanc, un mode polystyrène, un mode vue lumière pour voir l'impact, par exemple, des lumières artificielles, des lumières solaires. Là, donc, je me suis mis en mode blanc. Ça peut me permettre de faire des rendus un peu typés maquette, par exemple, avec un léger contour comme ça. Ça peut être très sympa aussi. Vous avez un mode polystyrène qui est le mode blanc, mais avec un effet de profondeur, de translucidité. Ça se verra pas forcément là, mais sur les intérieurs avec des lumières, ça se verra un petit peu plus. Vous voyez qu'on a ce qu'on appelle de la transmission ici, qui va contrôler en fait tout simplement la quantité de lumière qui va rentrer dans le matériau et traverser le matériau. Donc c'est des matériaux qui vont être un petit peu entre guillemets capteurs de lumière et qui vont l'intégrer dedans. Toujours avec le mode contour si vous le voulez. Et enfin, on a la vue lumière qui va donc calculer des lux en fonction donc, vous voyez, donc, de la lumière solaire. Hop, on va se remettre en mode aucun. Ensuite, on a le mode de caméra. Donc là, je suis en mode 2 points de fuite. Encore une fois, vous avez orthographique et vue de perspective. Donc 2 points de fuite, c'est très bien pour le redressement des verticales. Vous pouvez gérer votre exposition pour la mettre plus ou moins forte, d'accord. Vous avez toujours un petit, à côté de chaque curseur, un petit outil ici pour revenir au réglage standard. Ça aussi, c'est un avantage. Contrairement à beaucoup d'outils où quand vous faites un réglage et que vous vous êtes trompé, ben, retrouver le réglage standard, des fois, c'est un peu complexe. Là, à chaque fois, vous avez toujours un petit, vous voyez, un petit retour en arrière ici possible quand vous vous êtes trompé. Donc, vous pouvez changer la focale de votre caméra. Donc, par exemple, ça pourrait être intéressant de mettre effectivement une focale un peu plus resserrée ici. Pardon, je me suis trompé. Voilà, on va se mettre par exemple comme ça. Vous pouvez très simplement aussi aller changer, donc par exemple, la profondeur de champ. Alors ça, est-ce que j'ai un élément qui pourrait être en... On va se mettre par là, ça pourrait être intéressant, tiens. Juste me mettre là, comme ça, rapidement. Donc là, je me mets avec un arbre en avant-plan, effectivement, et mon projet en arrière-plan. Je vais pouvoir effectivement donc, activer une profondeur de champ. Donc, vous voyez qu'il y a du flou qui va se créer. Donc, par défaut, la profondeur de champ, elle est réglée sur un mode automatique. Donc, la mise au point, en fait, va prendre la cible de la caméra et va faire la mise au point à partir de ça. Vous pouvez, en fait, désactiver le mode automatique et choisir où vous placez la focale. Si, par exemple, vous la mettez, donc, vous voyez, en avant-plan, vous voyez qu'il met un petit trait blanc. La netteté va être ici. La netteté est au niveau du trait blanc et tout le reste va être flou. Ce qui me permet, en fait, de contrôler, en fait, vous voyez, assez facilement, donc, les avant-plans et les arrière-plans. Je peux mettre aussi mon point de focale sur le bâtiment, ce qui va me permettre d'avoir un bâtiment qui, lui, va être net et l'avant-plan qui, lui, va être flouté. D'accord. Donc, ça me permet de faire des effets assez sympas comme ça, de tout simplement donc de profondeur de champ. Et vous voyez qu'encore une fois, tout ça se gère en temps réel. La partie basse, qualité de rendu, donc vous voyez que là, je suis sur le mode élevé, je suis pas en ultra, c'est bizarre. Le mode ultra et le mode élevé, c'est quasiment les mêmes. Il y a peu de différence. Si vous avez une carte, on va dire, avec des performances très basses, moi, pour l'instant, ça m'est jamais arrivé, même sur des GTX ancienne génération. J'avais une 1070, par exemple, auparavant. Même une 1060, vous serez surélevé la plupart du temps. Moyen ou brouillon, c'est vraiment quand vous êtes sur des toutes petites cartes graphiques où les performances sont, on va dire, vraiment très basses. Bon, élevé ou ultra en général, moi, je me mets en ultra la plupart du temps, j'ai pas de problème. Dans la partie image, d'ailleurs, ce mode-là, hein, ça définit pas votre qualité de rendu final, c'est la qualité du rendu en temps réel. Ça, c'est important à savoir.
Le rendu final, il est identique sur toutes les machines, hein. C'est juste le temps de calcul qui va changer. Mais encore une fois, les temps de calcul, même sur des machines pas très performantes, l'avantage avec Enscape, c'est que ça va toujours vite. Ensuite, tac, la partie image. Donc là, c'est intéressant aussi. Je vais peut-être me décaler un peu, voilà, qu'on voit bien le bâtiment. Donc là, on va pouvoir définir un mode automatique pour les contrastes, mais si vous voulez pas le cocher, vous pouvez définir donc les pixels qui virent vers le blanc, comment vous allez les traiter. Donc vous voyez qu'on va pouvoir les foncer ou les éclaircir. Encore une fois, petit retour en arrière possible. Les ombres, est-ce qu'elles sont plus ou moins marquées? Donc si vous mettez les ombres par exemple vers -100, vous allez avoir une espèce d'aspect un peu HDR où les ombres ne sont jamais forcément trop noires. Dans les rendus HDR, quand vous faites des photos avec vos iPhones et Android, etc., c'est un peu ce qu'on peut obtenir, hein. Vous voyez qu'on a vraiment ces contrastes en fait qui sont un petit peu cassés, où on n'a jamais un blanc pur et un noir pur. Donc ça peut être pratique. Vous pouvez laisser en mode automatique comme vous voulez. Vous avez la saturation, toujours pareil, vous voyez, on a tout en temps réel. Vous avez la température de couleur qui est réglée sur 6600 Kelvin par défaut, mais vous pouvez la changer, avoir quelque chose de plus froid ou plus chaud. Ensuite, on a les effets. Donc, le flou de mouvement, c'est quand vous allez vous déplacer avec une vidéo. Par exemple, vous allez avoir un flou de mouvement qui va être sur les objets qui se déplacent rapidement sur la caméra. Vous allez avoir les effets de lens flare quand vous avez notamment des luminaires, des lumières qui vont être face caméra, donc tout ce qui est spot, etc. Vous avez un flou lumineux aussi que vous pouvez, vous voyez, régler pareil nativement, assez facilement. Donc ça, en général, moi, je le mets assez bas. Vous avez le vignettage que vous pouvez donc pareil contrôler très facilement. Et vous avez les aberrations chromatiques. Alors les aberrations chromatiques, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément très facilement là, peut-être en webinar. Quand vous serez vous devant Enscape, vous le verrez, ça va créer en fait des petits flous sur les arêtes, comme si en fait l'image n'était pas totalement nette. Alors on le voit peut-être plus ici là. On le voit là, là. Ça donne un aspect un peu photo. Moi, ça, je l'utilise pas. Je mets à 0% pour être tout à fait honnête. Mais voilà. Donc, il y a des gens qui peuvent le mettre un petit peu parce qu'il y a des appareils photo, entre guillemets, sur les téléphones portables qui sont de moins bonne qualité. Les aberrations chromatiques sont très apparentes. Donc, c'est quand on a des appareils d'un petit peu moins bonne qualité, on a un aspect aberration chromatique qui peut apparaître sur le rendu. Donc là, en l'occurrence, vous avez ce paramètre-là à disposition. Moi, je l'utilise pas. Ensuite, on a la partie atmosphère. On va pouvoir contrôler notamment donc un brouillard et donc l'intensité du brouillard. Donc là, je suis en plein soleil, c'est pas forcément très intéressant parce que vous voyez que j'ai du soleil, mais on peut par exemple carrément masquer le soleil pour avoir vraiment ce côté où je suis totalement dans le brouillard et je peux contrôler donc vous voyez l'intensité du brouillard et donc la hauteur du brouillard aussi si je le souhaite. Voilà. Donc, vous voyez qu'on voit la hauteur qui va changer en fait pour le brouillard. Donc, tac, tac, on revient par défaut. Vous voyez que le soleil, effectivement, je peux le contrôler sa puissance, voire complètement l'éteindre. Quand je suis sur un soleil qui est totalement éteint, vous voyez qu'en fait, c'est le ciel qui va prendre le relais, hein. Ici, j'ai vraiment que le ciel qui va éclairer ma scène. Okay. Ensuite, pardon, je me suis trompé, j'appuie sur le mauvais bouton. Ensuite, dans les paramètres visuels, donc dans l'atmosphère, on va remettre le ciel et le soleil par défaut. On peut jouer sur la luminosité du ciel nocturne. Une chose que je vous ai pas montré, c'est que quand vous êtes ici dans Enscape, dans la fenêtre Enscape, vous pouvez maintenir le clic droit et avec la touche Shift enfoncée. Donc, si vous avez les deux clics droit et touche Shift enfoncée et que vous bougez le curseur, vous bougez en fait l'heure du jour. Donc, on le voit en bas à droite, là, vous voyez l'heure, là où il y a marqué la parole est à Stéphane Mtech. Je ne sais pas si vous voyez ce petit message, mais donc derrière là, on sait par exemple là, voilà, je peux mettre, là, il est midi. Et je peux comme ça donc changer les heures du projet. Donc, ce qui va me permettre par exemple de basculer en mode nuit. Vous voyez qu'automatiquement le mode nuit va être géré. Et du coup, je vais avoir effectivement les lumières qui vont s'allumer dans mon projet, donc toutes les lumières qui ont été intégrées dans la scène. Je peux contrôler donc plusieurs choses. Je peux contrôler la luminosité du ciel nocturne. D'accord ? Pour forcer en fait l'apparition par exemple des étoiles. Je peux contrôler aussi la luminosité de l'éclairage artificiel. Si je trouve qu'il est trop fort, les paramètres ont été entrés dans la maquette effectivement Revit, mais si jamais je vais avoir un contrôle additionnel sur ces lumières-là, vous voyez que je peux en fait utiliser tout ça assez facilement. Ce qui me permet de montrer, vous voyez qu'on a des effets d'ailleurs un petit peu de lens flare là, que je peux couper assez facilement si je le souhaite. Donc voilà, on a les lens flares qui apparaissent à l'écran. Tac, on revient ici. Ensuite, on a la luminosité ambiante. Alors, la luminosité ambiante, c'est un peu particulier. Je vais me remettre plutôt le matin comme ça. Je vais montrer juste ça sur un rendu pour que ce soit un peu plus parlant. J'avais fait un rendu sur une maquette, voilà, celui-là. Donc ça, c'est un rendu brut hein, sorti d'Enscape. Donc, vous voyez que la qualité, elle est quand même super impressionnante pour une image qui a été calculée en 4K en 4 secondes sur mon portable.
La luminosité ambiante, vous voyez que la seule différence sur les deux images, là, c'est ça qui a été changé. La luminosité ambiante, c'est en gros l'éclairage indirect dans votre scène. Donc, par exemple, ici, les intérieurs. Je suis sur une scène extérieure, là, au niveau de la caméra. Tous les intérieurs ici, je vais pouvoir les foncer ou les éclaircir. D'accord? Donc, quand je mets la luminosité ambiante à 0, voilà ce qui se passe. J'ai effectivement donc la possibilité de retrouver directement, effectivement, ici, donc un changement à ce niveau-là. Alors, je vois que j'ai une question. Peut-on gérer la luminosité en fonction de la position géographique de la saison et de l'horaire? Oui, donc toute la partie lumière d'Enscape réagit en fonction de la géolocalisation que vous allez rentrer, bien entendu. Donc le cycle jour-nuit sera totalement différent en fonction de la géolocalisation que vous allez rentrer. Hop. Voilà, donc ça c'était la luminosité ambiante. Ensuite, on a le contrôle sur le vent, donc l'intensité et l'angle de direction. Donc ça, c'est quand vous êtes ici dans Enscape. Par défaut, quand vous bougez, vous voyez qu'il y a le vent en fait qui va faire bouger effectivement les arbres. Et du coup, effectivement, ce vent-là, vous allez pouvoir contrôler donc son intensité et l'angle de direction. De rien. Ensuite, vous avez la partie ciel. Alors ça, c'est une partie super importante forcément pour votre projet. C'est comment vous allez habiller en gros l'arrière-plan de votre projet. Ici, alors je peux mettre arrière-plan blanc, donc ça c'est, on va dire, plus quand je vais faire des rendus un peu maquettes, etc., que je vais faire un arrière-plan effectivement totalement blanc, ça peut être sympa. Dans la source, vous voyez que je suis sur un sol blanc, mais je vais pouvoir avoir d'autres choses. Je vais avoir un mode qui s'appelle effacer. Alors ce mode-là, c'est pas vraiment le mode, c'est pas un mode effacé, c'est un mode en gros ciel landscape, on va dire. Tout ce que vous avez en bas là est effacé, c'est le ciel landscape. Ça veut dire que quand je suis effectivement ici, je vais pouvoir dire par exemple en arrière-plan, tiens, je voudrais par exemple une ville. Je vais avoir donc en arrière-plan en fond, vous voyez là-bas, une ville qui va se positionner. Donc ça, c'est juste pour vous permettre d'habiller l'arrière-plan pour avoir quelque chose en fait de graphiquement un peu plus sympa que un plan infini. Vous avez urbain, etc., etc. Donc ça peut être sympa d'habiller en fait, vous voyez, l'arrière-plan pour avoir quelque chose donc directement en arrière-plan de votre projet. Ça évite de modéliser trop de choses et d'alourdir un projet inutilement pour gérer de l'arrière-plan. Ensuite, vous pouvez contrôler toute la partie du ciel sur la partie basse ici. Donc, quand on est encore une fois donc sur effacer et sur tout ce qui est en bas là, ça c'est le ciel landscape qui est donc affiché en arrière-plan. Et vous voyez que c'est un ciel qui graphiquement est quand même super joli pour un ciel qui est vraiment calculé en temps réel. Sachant que le ciel est généré vraiment en full 3D, même si ça se voit pas parce que le ciel est très loin. Donc, je vais pouvoir contrôler la densité en fait des nuages présents à l'écran. Donc, vous voyez que quand les nuages sont très denses, si un gros nuage, et c'est pour ça que je vous dis que c'est des nuages vraiment en 3D, si un gros nuage passe devant le soleil, vous voyez ce qui se passe? J'ai vraiment la sensation en fait d'être sur un temps nuageux où le nuage prend le pas sur l'éclairage du soleil. Vous voyez que les nuages ont vraiment cette luminosité en fait qui va donner cet aspect un peu d'épaisseur. Donc c'est vraiment des nuages en 3D qui sont créés par Enscape. On va pouvoir aussi enlever complètement donc cette densité-là. Donc vous pouvez changer ça, vous pouvez changer la densité en gros. Soit j'ai très peu de densité, ça veut dire soit j'ai très peu de variété, pardon. Et dans ce cas-là, j'ai très peu de nuages et très très gros cumulus. Soit j'ai beaucoup de variété, dans ce cas-là, je vais avoir plus de petits nuages entre guillemets, et vous voyez que je vais gérer plus de petits cumulus. Donc là, on va le voir assez nettement. Vous voyez que j'ai de plus gros nuages, et là, j'en ai un peu plus en termes en termes de variété, en termes de quantité, j'en ai plus. Si vous enlevez tout ça, vous avez que les cirrus qui vont être apparents et donc vous pouvez les contrôler en fait avec ce curseur-là. Vous voyez que je peux avoir vraiment le ciel totalement bleu ou je peux mettre quelques cirrus comme ça très facilement donc pour avoir un aspect un petit peu laiteux comme ça quand même sur mon ciel, ce qui donne un aspect assez sympa. Franchement, moi qui fais beaucoup de visualisation avec beaucoup d'outils différents, Enscape, il a un avantage certain sur le plan du ciel, je trouve, c'est que son ciel intégré par défaut est quand même super joli. Et c'est quand même un ciel que j'utilise quand même couramment sur des projets. Vous pouvez mettre ce qu'on appelle des traînées de condensation. Ça, c'est pour avoir les avions ici, en fait, qui, vous voyez, vont passer directement ici à l'écran. Chose intéressante, alors, ça se verra peut-être pas là en temps réel, mais si vous faites une vidéo où vous êtes fixe, vous allez voir vraiment l'avion qui va bouger en temps réel. Donc là, on a vraiment une traînée de condensation qui va être créée et générée par un avion qui bouge réellement, en fait, même si l'avion n'est pas modélisé, parce qu'il est tellement haut dans le ciel qu'il n'y a aucun intérêt. Mais on voit vraiment la traînée de condensation qui va avancer, avancer, avancer à chaque fois. Donc si vous faites une pause, par exemple, avec une vidéo qui fait 1 minute, vous allez voir 1 minute de l'avion qui se déplace. C'est assez sympa. Bon, le réglage par défaut 2 est sympa, je pense, pour avoir de temps en temps une petite traînée de condensation qui passe. Et ensuite, vous pouvez bouger en fait votre ciel, ici, donc en longitude et en latitude si vous le souhaitez. Voilà. Donc, vous voyez qu'on peut bouger sur les deux axes. Donc, vous voyez que c'est vraiment ultra simple Enscape. Hein. La dernière possibilité ici, c'est la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des skybox. Les skybox, c'est quoi? C'est tout simplement en fait des fonds qu'on appelle HDR. Alors pour les gens qui connaissent pas,
Les fonds HDR, c'est, on va aller sur Internet. Vous allez en trouver par exemple sur le site polyhaven.com, donc P-O-L-Y comme polygone, haven, H-A-V-E-N.com. Vous avez une section HDRI. Alors, ils ont des textures aussi, ils ont des modèles, ils ont plein de trucs. Dans les HDR, vous avez 488 HDR qui sont donc, vous voyez, des images 360. Et en fait, ils vous mettent une représentation à chaque fois. Donc là, par exemple, si je prends celle-là, tiens. Donc, vous voyez que là, je suis sur, à l'horizon, j'aurai ça. Donc, j'aurai des végétaux, etc. J'aurai ce ciel-là, en fait, en arrière-plan de mon rendu. Et en termes de rendu, ça donne cet aspect-là, en termes d'éclairage. Vous voyez. Donc, c'est quelque chose, parce que le soleil, effectivement, est masqué. J'aurai cet aspect un petit peu laiteux. Donc, je peux télécharger le HDR et je vais pouvoir l'importer. Chose intéressante. Donc là, vous allez le sélectionner. Vous allez dire document HDRI. Donc là, je suis dans mes HDR. Donc là, les HDR qui viennent de Polyhaven, par exemple. Si je prends, qu'est-ce qu'on peut prendre? On va prendre celui-là, Sunflowers, je vais dire ouvrir. Donc là, en arrière-plan, il va enlever le ciel landscape et il va me mettre donc vraiment mon fichier HDR à 360 degrés. Donc, il va le plaquer sur une sphère virtuelle en fait autour de mon projet. Et vous voyez, c'est ce qui va me permettre donc d'avoir cette représentation. Donc là, une fois que j'ai fait ça et que je l'ai importé, je peux lui dire par exemple le point le plus lumineux de mon image, ça va être le soleil. Dans ces cas-là, vous voyez qu'il va bouger en fait les ombres parce qu'en fait, il est en train de détecter que le soleil, il est ici. Donc, il place les ombres en fonction de ce soleil-là. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Si je le décoche, hop, là, c'est le soleil landscape. Là, c'est vraiment donc le soleil de l'image. D'accord? Et ensuite, libre à moi, bien sûr, d'aller positionner donc ce HDR en le tournant. Et vous voyez que les ombres vont tourner en fait avec le HDR. D'accord? Alors, ce qui est super intéressant, c'est que du coup, là aussi, je vais pouvoir changer la luminosité. Parce que je vois, par exemple, que ma luminosité n'est pas assez importante. Donc, je vais pouvoir contrebalancer tout ça. Vous voyez que je vais forcer un petit peu le HDR en termes d'éclairage. Et je vais pouvoir donc trouver la bonne balance d'éclairage. Une fois que j'ai fait ça, donc là, en arrière-plan, j'ai une vraie photo. Et l'éclairage, en fait, de ma scène correspond donc à l'éclairage de la photo. D'accord? Ce qui fait que dans certains cas, vous allez avoir des images qui vont être ultra photoréalistes. Vraiment, ça va rendre un effet super top en termes de représentation d'image. Donc ça, c'est super intéressant. Alors bien sûr, vous perdez l'effet du cycle jour-nuit. Vous ne pouvez plus changer l'heure de votre projet parce que forcément, la position du soleil sera basée sur la position du soleil sur la photo. Mais c'est quand même relativement intéressant pour obtenir de belles images. Voilà, donc on a découvert un petit peu tout ça, tous les paramètres visuels qui sont à disposition. Juste pour terminer, donc maintenant les types de sorties. Donc là, par exemple, vous voyez que je suis sur un format Full HD. Je vais exporter donc des couches si je le souhaite. Je peux avoir un canal de profondeur pour les gens qui font, par exemple, de la retouche sur Photoshop. Ici, j'ai le format de fichier. Je peux exporter, par exemple, du JPEG. Je peux mettre une dénomination automatique en fonction de la vue Enscape et de la vue Revit. Je peux aussi choisir la qualité de compression de mes vidéos. Et je peux aussi choisir la résolution de mes panoramas. Donc, pour générer de l'image, c'est simple. Vous cliquez ici. Vous mettez, par exemple, sur le bureau. Vous dites enregistrer. Donc là, il va vous calculer votre image. Donc là, je calcule un Full HD. Donc, vous voyez que c'est une image en 1080p. Sur un outil classique de rendu, ça prendrait plusieurs minutes. Sur Enscape, c'est quelques secondes. Et j'ai donc calculé mon image donc, en Full HD. Alors, vous voyez que le rendu il est quand même assez sympa. Maintenant, on peut faire aussi de la vidéo. Donc, pour la vidéo, c'est un petit peu différent. Je vais effectivement donc pouvoir définir des trajectoires. Donc, je vais vous le faire de la manière la plus simple possible parce que là, il est 10h30, on a déjà fait 1 heure quasiment. Je vous laisserai regarder ici. J'ai fait un tuto il n'y a pas très longtemps de création de vidéos alors qui est sur SketchUp, mais c'est exactement le même fonctionnement, c'est la même interface que dans Revit. Donc vous pouvez regarder, je vous laisserai regarder le petit tuto sur la chaîne Enscape France. N'hésitez pas à vous abonner, hein, ça me fait plaisir d'avoir plus de monde. Ici c'est simple, vous dites en gros petit plus ici qui sera le point de départ de ma caméra. Et là je vais bouger, je vais dire par exemple, je vais bouger comme ça, et je vais dire petit plus ici. Donc là j'ai fait un simple travelling. Si je déplace ma caméra, hop, vous voyez qu'en fait j'ai mon travelling qui est apparent. Je peux mettre une caméra intermédiaire si je le souhaite. Si je clique ici, vous voyez qu'il va me créer une caméra intermédiaire directement ici. Alors, je vais la supprimer pour garder mon travelling plan, mais je peux mettre un travelling, par exemple, si ça me permet, par exemple, je vais vous montrer. On va reculer un petit peu. Ça va me permettre de faire, par exemple, une courbe, c'est-à-dire mettre à jour, qui fait que quand je vais bouger, pardon, il faut que je sorte du mode caméra. Voilà. Quand je vais bouger, vous voyez que là, j'ai créé une courbe parce que j'ai mis à jour donc la position de ma caméra. D'accord? Donc, je vais la supprimer et on va rester sur un plan. Ok, donc là, j'ai fait effectivement ce travelling vraiment droit. Ce travelling, lui, va durer par défaut 5 secondes.
Donc, quand je vais faire play, il va me dérouler une vidéo de 5 secondes avec une accélération, une décélération à la fin. Ça, c'est la transition en douceur ici qui va rentrer en ligne de compte. Ensuite, la durée totale, vous pouvez la changer. Là, par exemple, je vais mettre 10 secondes. Donc, je vais faire play et je vais donc automatiquement avoir une vidéo de 10 secondes. Vous voyez, donc on a les arbres qui bougent, etc., etc. Si vous aviez effectivement le ciel Enscape, vous auriez aussi, bien sûr, les nuages qui bougent en temps réel, etc. Vous pouvez, pour chaque image clé ici que vous aurez créée sur votre ligne de temps, cliquer dessus et changer aussi le point de focal. Vous pouvez changer le champ de vision. Vous pouvez changer l'heure du jour. Ce qui fait que, par exemple, là, je peux mettre 8h50, on va dire, précisément. OK. Sur la deuxième ici, vue, je vais dire, par exemple, que là, je voudrais qu'il soit midi. OK. Donc, point de départ 8h50, point d'arrivée midi. Ce qui fait que là, quand je vais faire play, alors je suis sur le fond HDR, je suis bête. On va repasser en mode effacé. On va se mettre avec un petit arrière-plan quand même. Voilà. Donc effectivement, là maintenant, quand je fais play, voilà, vous allez avoir les ombres, vous voyez, qui vont bouger en temps réel. Et donc, vous voyez qu'on voit les avions qui passent, le ciel qui bouge, etc., etc. Donc, ce qui me permet de faire vraiment des illuminations et des études d'ensoleillement, d'impact d'ensoleillement sur mon projet, donc en temps réel, et de générer une vidéo. Donc, pour générer une vidéo, vous avez le bouton qui est tout en bas, ici, exporter, et vous allez pouvoir exporter une vidéo. Donc, pareil, alors là, on va peut-être exporter une vidéo plus courte. Je regarde la discussion, une question. Très bonne question. Je vais y répondre tout de suite. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'avant de répondre à la question, je vais dire exporter. Donc là, il vous rappelle en gros l'export de votre vidéo, la résolution, la qualité de compression, le nombre d'images par seconde. Donc on va laisser par défaut. Pour une meilleure fluidité, 60 images par seconde, c'est bien. Moi, je calcule en général en Ultra HD, donc je vais laisser en Full HD ici. Parce que bon, comme je suis en train de streamer mon flux pour Zoom, ça va baisser les performances forcément, mais pour vous montrer que je peux calculer une vidéo en temps réel, là, qui fait 8 secondes, regardez la vitesse de calcul de la vidéo. Une vidéo en 4K sur ma machine, sur mon ordinateur portable, qui est une RTX 2080 de la génération précédente, donc qui a maintenant 2 ans. Je mets pour 10 secondes d'animation en 4K, je mets à peu près 4 à 5 minutes. Ce qui veut dire que je vais pouvoir sortir 1-2 minutes de vidéo en facilement une demi-heure. J'ai fait une vidéo complète d'une minute. Ça va très très vite, honnêtement. C'est super impressionnant. Donc là, je réponds à la question qui était quelle différence majeure entre avec V-Ray et Lumion. Alors, V-Ray, Enscape, en fait, il va se situer un petit peu entre les deux. V-Ray, lui, c'est un moteur, on va dire, classique. Ça fait du ray tracing depuis la nuit des temps, V-Ray, un peu comme les outils comme Artlantis, etc. C'est des outils qui sont établis sur le marché, qui sont là depuis très longtemps. V-Ray a un mode carte graphique aussi, mais qui nécessite beaucoup plus de calcul parce que c'est pas un outil qui est fait pour être temps réel pur. Donc, on a des temps de calcul qui seront plus longs. Par contre, V-Ray, il a un avantage, c'est que en termes de possibilités, vous pouvez tout faire avec V-Ray quasiment. Alors, la version Revit, elle est un petit peu plus simplifiée quand même, mais vous pouvez faire énormément de choses. En termes de résultats, si vous voulez vraiment aller jusqu'au photoréalisme, clairement, V-Ray est l'outil aujourd'hui majeur. Après, on a Lumion. Lumion, c'est un outil qui est génial. Personnellement, je suis moins fan de son interface parce que je trouve que même si graphiquement, elle fait assez simple, je trouve ça un peu fouillis. Il y a des menus un peu à droite à gauche. Enfin, c'est pas si aisé que ça. Même pour les matériaux PBR, pour importer des effets de profondeur, comme je vous ai montré tout à l'heure avec le joint, par exemple, des briques, c'est assez compliqué à faire dans Lumion. Par contre, sur la qualité d'image, aujourd'hui, ça se vaut en termes de qualité de lumière, de réflexion, etc. La qualité globale de l'image qui est faite par Enscape ou par Lumion, globalement, on est sur le même type de qualité d'image. Lumion va avoir des effets supplémentaires, notamment la partie animation des véhicules, la partie animation des personnages. Aujourd'hui, Enscape ne le fait pas, ça va arriver prochainement, ne vous inquiétez pas, ça arrivera forcément. Mais aujourd'hui, en tout cas, à l'instant T, là, Enscape ne le fait pas. Par contre, Enscape, il a un énorme avantage, c'est que comme il est sur un moteur propriétaire qui est extrêmement performant et qui utilise les technologies RTX, son avantage, c'est que quand vous êtes sur du temps réel dans Enscape, vous êtes sur du temps réel. Dans Lumion, ça n'est pas le cas. Quand vous êtes dans Lumion, vous travaillez sur une préversion du temps réel. Ça veut dire qu'en gros, vous êtes sur un temps réel totalement allégé qui ne représente pas votre résultat final. Et pour faire un résultat final, soit il faut activer les effets, et même sur ma carte graphique à moi, forcément sur les gros projets, ça se ressent en performance. Vous ne pouvez pas travailler en temps réel sur le rendu entre guillemets final.
Là où là, dans Enscape, encore une fois, je me déplace, je suis quasiment en qualité finale. Ça, c'est pas possible. Ce que je fais là, ici, à l'écran, avec ce projet-là, c'est pas possible de le faire avec Lumion. Vous aurez une représentation qui sera graphiquement moins bonne. Le rendu final sera quasiment le même, hein. Vous aurez en termes de très bonne qualité sur les deux logiciels. Et du coup, cet impact sur le calcul et sur les performances, il va se ressentir notamment sur les vidéos. Vous voyez que là, par exemple, ma vidéo, elle a été calculée de 10 secondes là. Une vidéo de 10 secondes avec Lumion, quand vous allez la calculer en 4K, ben, je peux vous dire que ça prendra pas 1 à 2 minutes, hein. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc, quand on va vouloir faire des animations qui sont plus longues, les performances sur Enscape seront bien meilleures. L'avantage d'Enscape aujourd'hui, si on regarde les 3 logiciels phares du marché du temps réel, ce que sont Twinmotion, Enscape et Lumion, Enscape, il est juste entre les deux. Il a la qualité de Lumion et il a la rapidité de Twinmotion. Et la simplicité, on va dire, même de Twinmotion, voire même plus simple que Twinmotion. Franchement, c'est vraiment un outil qui est très, très, très simple. La courbe d'apprentissage est très rapide. Donc, je trouve qu'il est vraiment très bien situé. Tous les outils sont intéressants. Moi, je crache jamais sur les autres outils. C'est plus une affaire d'affinité, de comment vous voyez la chose et ce que vous voulez faire avec votre outil de visualisation. Mais Enscape, il a un très bon positionnement, je trouve. C'est vraiment ce côté, on est sur un outil qui est très, très simple de prise en main, mais qui est très performant et qui offre une très, très bonne qualité d'image. Franchement, honnêtement, là, je vous ai fait juste ça, mais on peut sortir des vidéos qui sont de très bonne qualité. Je ne sais pas si ça fonctionne bien, les vidéos sur Zoom, mais si je vous montre, est-ce que j'avais fait une vidéo? Je ne sais plus où je l'ai mis. Ah si, je sais où je l'ai mise. J'avais fait un rendu que j'aimerais bien vous montrer, qui est dans mon dossier à moi. Voilà, ici. Pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Donc, en termes d'intérieur, là, donc c'est une scène, ça, c'est des rendus purs Enscape, hein. Donc, ça, c'est de l'intérieur. OK. Donc, vous voyez qu'en termes de rendu, on est quand même sur quelque chose d'assez qualitatif, à la fois pour faire du détail comme des plans assez larges. Les rendus de la même scène en extérieur, si je prends celle-là, par exemple, vous voyez, voilà. Donc là, je suis sur un fond HDR. Donc, on est quand même capable de sortir des images qui sont de très, très bonne qualité dans des temps records, hein. Là, pour sortir la totalité des images que je vous montre là, ça m'a pris 2 minutes. Donc, vous voyez, on est quand même sur des représentations quand même assez réalistes. Vous voyez le matériau de carrosserie de voiture, ce que ça peut rendre. On est vraiment sur des choses assez sympas. Et pour calculer une vidéo de ce projet-là, que j'ai faite ici, de mémoire, tac. Donc, si je vous affiche le petit résultat, donc, cette vidéo-là qui est en 4K, qui fait quasiment 2 minutes de vidéo, je l'ai sortie en 30 minutes. Donc, c'est juste des plans, voilà, qui ont été calculés. Et vous voyez on est vraiment sur quelque chose de qualitatif en termes de réflexion. Vous voyez le béton, par exemple, au sol, là. On a vraiment des effets de matière qui sont quand même assez sympas, les effets de lumière aussi. C'est vraiment, en termes de perf, vous voyez le mur aussi, là, la peinture, là. Voilà, cet aspect-là aussi. On a vraiment des choses qui sont super sympas. C'est assez poussé en termes de représentation au niveau des matériaux, des lumières, mais c'est tellement simple de prise en main qu'en fait, on gagne du temps tout le temps quand on travaille dans Enscape. C'est super intéressant, sachant que le résultat de la vidéo là, encore une fois, quand je suis dans l'éditeur de vidéo, ce que je vois à l'écran là, c'est quasiment ce que je vois en temps réel dans Enscape. Donc, j'ai pas à me dire, ah, alors, comment va rendre ma lumière? Je dois faire un précalcul, etc. Non, pas du tout. Je fais tout ça en temps réel, je travaille. Une fois que je dis, bon, bah, c'est OK, j'ai fait mes plans de caméra, bah, je les exporte, tout simplement. Et donc, vous voyez qu'on est sur des rendus, vous voyez, les vitrages, voilà, les chromes, etc., les alus, le vert. On peut faire des effets de texture assez sympas. Vous voyez les rideaux aussi, là, sur cette scène-là, qui sont assez sympas. On est vraiment sur des effets assez poussés, hein. Là, les effets de lumière, les matières illuminescentes. Euh, la salle de bain où j'ai même mis des gouttelettes d'eau sur la paroi vitrée, vous voyez ici. Donc, on peut faire même de l'eau, des traces d'eau aussi par terre, des petites flaques. Donc, on peut faire vraiment des effets super sympas. Et son but, c'est d'être le plus simple de prise en main. Donc, ils vont vraiment rester dans cette guidelines-là de dire en gros, voilà, notre ligne de conduite, c'est d'avoir un outil qui est très simple de prise en main pour tous les outils de conception et d'avoir des très bonnes performances. Alors, je regarde si j'ai encore d'autres questions. Olivier qui dit vendu, bah, excellente nouvelle. Euh, oui, alors ouais, merci. Effectivement, je pense que c'est soit Swazik, soit Xavier qui a répondu. Oui, c'est un abonnement effectivement pour Enscape. Vous avez 2 méthodes de licence. De toute façon, j'ai terminé la présentation, hein, donc
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hop. Alors, vous avez deux modes de licence en fait pour Enscape. Vous avez les licences flottantes et les licences fixes. Licence fixe, une fois que j'ai rentré mon numéro de série, je suis fixé sur ma machine. Je suis obligé de désactiver le numéro de série pour le réactiver ailleurs si jamais je veux changer. Donc, c'est des licences qui sont vraiment pour un ordinateur. Après, vous avez les licences flottantes. Vous êtes dans une agence, vous êtes par exemple 10 collaborateurs. Sur les 10 collaborateurs, il y en a 8 qui peuvent utiliser un outil de visualisation, mais jamais en même temps. Vous pouvez acheter une licence flottante. Je crois que c'est à peu près environ 60 euros hors taxe par mois, je crois. Là où la licence classique fixe, c'est une cinquantaine d'euros. Et la licence flottante, vous l'installez, le numéro de série sur autant de postes que vous voulez. Le premier qui lance Enscape, il a gagné. Les autres, quand ils vont lancer Enscape, il y aura marqué la licence flottante est déjà utilisée, vous ne pouvez pas l'utiliser, tout simplement. Vous avez deux méthodes de licence. Pour la partie abonnement, je sais qu'il y a des gens qui sont un petit peu réfractaires à ça. Bon, c'est pas un outil qui est très très cher, hein, 50 euros par mois pour faire de la visualisation, c'est pas extrêmement cher. Surtout quand on compare à certains autres outils de rendu. Euh, je sais qu'en France, on avait eu un peu de mal, ça commence à changer, surtout que dans le monde Autodesk, maintenant, on est quand même sur beaucoup d'abonnements, donc c'est assez établi sur le marché maintenant, chez Adobe aussi. Enscape a pris le parti de mettre un abonnement en place. Moi qui ai fait partie d'éditeurs dans le passé, qui ai travaillé 13 ans chez un éditeur de solutions de logiciels, je peux vous expliquer très simplement pourquoi aussi. Auparavant, en fait, avec les licences classiques par numéro de série, entre guillemets, et fixe, où en fait on payait sa mise à jour, etc., on avait des contraintes en termes de développement qui étaient assez conséquentes parce qu'on devait, notamment avec les concurrents, on devait sortir des versions tous les ans. Donc ça veut dire qu'en gros, l'équipe de développement elle devait donner une date. À cette date-là, si le logiciel il n'est pas sorti, ça crée des problèmes avec la direction, etc. Donc il fallait tout le temps avoir des contraintes de temps. Là où en fait avec les licences en abonnement, c'est un peu différent. Donc comme en fait l'argent rentre continuellement, ça permet de financer continuellement le développement déjà. Donc pour la direction, c'est plus souple. Et surtout pour le développement, c'est plus souple parce que ça lui permet d'intégrer en fait, ils font une version majeure globalement tous les ans Enscape, hein. Il y a une version 3 là qui est sortie cet été. La 3.0 est sortie au courant août, je crois, juillet, pardon. Mais du coup, en fait, ils vous font une version majeure par an et après, ils font des versions intermédiaires dans lesquelles ils continuent d'ajouter des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux matériaux, des nouveaux objets, etc. Par exemple, dans la 3.1, il y a la bibliothèque de matériaux qui a été intégrée, qui n'était pas là avant. Ça a été une révolution pour les gens qui étaient sur Revit parce que ça n'existait pas avant. Donc, du coup, effectivement, on devait aller dans les paramètres des matériaux, effectivement. L'éditeur de matériaux n'existait pas aussi il y a encore peu de temps dans Revit, dans la version 2.9, donc il est arrivé avec la version 3. Donc, on a vraiment cette évolution constante en fait du produit. Donc oui, les abonnements, ça peut être embêtant, kikinant pour certains, je peux le comprendre, mais ça offre une certaine souplesse pour le développement parce que même s'ils disent à la direction, on va essayer de sortir au 30 novembre la version 3.2 par exemple, c'est pas une date que je vous donne du tout, je suis au courant de rien pour ça d'ailleurs. Ils vont vous dire oui, on a pris un peu de retard, alors soit on garde une fonctionnalité pour la prochaine mise à jour, qu'on fera peut-être 2 mois après, soit on dit non, on sort pas le 30 novembre, finalement on va la repousser, on la sortira le 15 décembre, quoi. Donc ça apporte une certaine souplesse pour le développement des produits. Et je peux comprendre effectivement aujourd'hui, même si moi avant j'étais un peu réfractaire, que l'abonnement, ça offre quand même pas mal d'avantages finalement, que ce soit du côté de l'utilisateur que du côté tout simplement des développeurs. Bref, voilà. Écoutez, moi j'en ai terminé pour cette présentation. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez besoin sur le site mtech.fr, vous retrouvez donc une version d'évaluation d'Enscape. Donc vous pouvez la demander. Donc je vous rappelle, mtech.fr. Tac. Ici, donc vous allez dans Essayer. Vous allez ici rentrer donc vos coordonnées. Vous dites que vous êtes intéressé par Enscape. Vous téléchargez la version d'essai et vous pourrez donc essayer Enscape sans aucun souci. Ça vous donnera déjà un ordre d'idée de ce que vous pouvez faire avec vos maquettes à vous. Et ça peut être intéressant effectivement de l'essayer avant l'acquisition. Alors pour l'accès à la vidéo, je pense qu'effectivement, à mon avis, Atlancad vous recontactera, vous pouvez les contacter et vous pouvez effectivement donc tout simplement accéder à la vidéo. Je pense qu'il n'y aura pas de problème, ils vont vous partager le replay. Question de Lucie qui me dit Enscape est compatible aussi avec Revit LT. Je ne sais pas, pour être tout à fait honnête, je pense pas. Alors, je pense que Enscape est compatible avec Revit tout court. La version LT, je pense pas. Je vais quand même vérifier. J'ai pas l'impression. Ouais. Revit LT is not supported at all by Enscape. Non, donc Revit LT malheureusement n'est pas supporté par Enscape. Désolé, Lucie. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement?
Et n'hésitez pas à mettre vos micros hein, si vous voulez échanger avec moi, si vous avez des questions. J'accepte toutes les questions, même les questions gênantes. J'y réponds avec plaisir. A priori, non. Ok, bon, bah écoutez, s'il n'y a plus de questions. Donc pour ma part, j'en ai terminé. Je ne sais pas si Xavier ou Swazik veut peut-être faire un mot de conclusion, éventuellement. Oui, c'est Swazik. Donc, merci beaucoup Stéphane pour cette présentation. J'espère que ça vous a plu. Vous allez recevoir pour les participants un questionnaire de satisfaction dans lequel vous allez pouvoir demander le replay justement de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas. Et puis, eh bien, on est disponible chez Atlancad pour répondre aussi à vos questions sur Enscape. N'hésitez pas non plus. Donc, Ok, je vous dis à très bientôt. merci beaucoup à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.